Voilà, donc je commence. Voilà, je pense que l'écran est partagé. Très bien. Alors, on continue toujours dans la partie environnement. Nous avons déjà vu le macro-environnement, d'accord? Nous avons commencé, bien sûr, le cours d'environnement, ça fait 2 séances. Si vous avez raté les autres cours, prière d'aller vérifier sur ma page YouTube, d'accord? Donc là, pour cette partie-là, je vais parler de l'environnement immédiat ou spécifique, donc le micro-environnement. Bien sûr, je vous rappelle que j'ai déjà travaillé avec vous le macro-environnement. Donc, l'environnement concurrentiel, de quoi parle-t-on ici? On parle des clients, déjà, première des choses, les fournisseurs et les concurrents. Quand nous parlons, chers étudiants, de clients, déjà, ils peuvent être des particuliers, donc c'est des personnes qui veulent acheter de vous vos produits, ou des entreprises qui vont acheter de la matière première, qui vont aussi peut-être être des sous-traitants ou qui vont être des revendeurs qui vont peut-être acheter de vos produits et revendre. Donc, ils peuvent être des clients tout de suite ou ultérieurement, qui vont être vos clients plus tard. Les entreprises font des efforts pour satisfaire leurs clients. Comment? On va essayer de garder, bien sûr, certaines caractéristiques. Offrir au client la quantité dont il a besoin, garder la même qualité. Il a été habitué à une qualité, on va essayer de garder la même qualité et bien sûr maintenir le même prix. À chaque fois qu'il voudrait reacheter le produit, donc mon produit, il trouvera le même prix. Il ne va pas être choqué par une perturbation au niveau du prix parce que je sais qu'il aime bien mon produit, qu'il va le consommer. Je ne vais pas miser sur un produit plus cher, enfin un prix plus cher. Donc, puisque lui, il a le choix. Dans un rayonnage, dans une grande surface, il a le choix entre mon produit et d'autres produits. Alors moi, pour le séduire, je devrais faire attention à ces critères. D'accord? Alors, on part aux fournisseurs. Ils peuvent être particuliers ou entreprises. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils nous permettent? Ils nous permettent d'avoir les matières premières avec lesquelles nous allons fonctionner, avec lesquelles nous allons transformer, enfin, qui permettent la transformation pour arriver au produit que nous voulons. Si je suis une entreprise agroalimentaire de biscuiterie, j'ai besoin de chocolat, j'ai besoin de plusieurs euh, farines, etc., des œufs, plein de choses pour pouvoir justement tout transformer. Donc, j'ai besoin de m'approvisionner, d'acheter deux fournisseurs qui sont très différents, tellement de produits. Et là, je les ramène chez moi en entreprise. Grâce à mes machines et mon capital humain et la logistique, je vais transformer ces produits-là pour qu'ils arrivent à devenir un produit final. Mais moi aussi, j'ai le choix. Je peux acheter cette matière première de ce fournisseur ou d'un autre fournisseur. Pour quelle raison? Parce qu'il y a de la concurrence pour le plus grand bien des entreprises. Et tant que je suis séduit par un fournisseur, au niveau aussi de son prix, de la qualité des deadlines, de livraison, du service post-vente, là, je pourrais être peut-être dans la fidélisation. Et bien sûr, vous le savez, je l'avais déjà expliqué, je ne mise pas souvent sur un seul fournisseur parce que ce fournisseur d'aujourd'hui peut me laisser tomber demain juste parce qu'il n'a pas lui-même accès à cette ressource qui devient rare ou peut-être il a changé la fourchette de ses prix ou X ou Y raison. Donc, je dois toujours avoir 2 ou 3 fournisseurs de secours ou des plans de secours. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? Il y a concurrence pour le plus grand bien des entreprises, je pense que vous l'avez compris. Pourquoi? Parce qu'on a le choix. Et nous sommes autonomes dans ce choix. Mais nous devons quand même garder une certaine fidélisation pour qu'ils puissent aussi maintenir leur approvisionnement. Donc l'entreprise va choisir son fournisseur en fonction des coûts, en fonction des quantités et en fonction de la qualité et de la sécurité des approvisionnements. Moi, un fournisseur qui me créera un problème, généralement, je ne vais jamais encore une fois euh, faire appel à lui, qui a été en retard au niveau de la livraison, qui ne m'a pas répondu après réclamation, qui n'était pas à la hauteur par rapport à notre contrat premier, eh bien, je ne lui ferai pas confiance. C'est évident. D'où la nécessité alors d'avoir soi-même ces qualités-là pour pouvoir les exiger des autres. Vous êtes bien d'accord avec moi? Alors, les concurrents. Ils offrent des produits semblables. Lorsque vous partez dans une grande surface, vous trouvez les mêmes produits, presque,
qu'est-ce qui change? L'emballage, le nom du produit, les couleurs, le design. Donc, l'entreprise doit bien connaître ses concurrents pour pouvoir voir les opportunités, les risques, les menaces, pour pouvoir faire une analyse, un diagnostic du présent, de l'existant, et pouvoir innover pour être meilleur, pour offrir quelque chose qui n'existe pas ou qui est meilleur au moins au niveau de la qualité. J'espère que vous notez avec moi. J'espère que vous notez avec moi. Alors, on doit justement, comme je viens de préciser, se distinguer. C'est un point que j'ai souligné. Et pour quelle raison? Parce que justement, nous ne sommes pas les seuls sur le marché. Donc, l'entreprise, elle est forcée de se distinguer, elle va vendre et acheter sur un marché, mais aussi maintenir des relations de concurrence, des relations de complémentarité, parce que je vais avoir des interactions avec plusieurs entreprises, des capacités d'élaboration d'une stratégie, et bien sûr, en entreprise, le pôle stratégique, nous allons le voir dans le cadre de secours, de management, c'est tout un process. La prise de décision, c'est tout un process. Nous allons y revenir ultérieurement, bien sûr, pour pouvoir justement, dans le cadre de cet environnement, qu'il soit macro ou micro, prendre les bonnes décisions. Et l'entreprise aussi devra maintenir son activité et donc tout en affrontant la concurrence et changer peut-être de stratégie de temps en temps. Pourquoi? Parce que souvent, lorsque nous avons un concurrent, peut-être qu'il faut développer une stratégie d'attaque ou une stratégie de défense. Le monopole sur le marché n'est pas évident. Donc, peut-être aussi qu'il faudrait changer mes produits vers une stratégie de diversification ou devrais-je rester prudent et rester dans une stratégie de focalisation. En tout cas, le pôle stratégique nous permet de réfléchir sur quel mode de gestion, quel mode de management et quel mode stratégique opter pour pouvoir obtenir justement cette performance. Et la relation de client à fournisseur, on réfléchit aussi aux intérêts communs. Je vous emmène avec moi vers les partenaires financiers. Bien sûr, l'entreprise a des partenaires financiers. Ce sont qui? Ce sont les banques, les organismes de crédit. Donc, on va avoir besoin de financement. Et donc, ils vont aider ces partenaires-là à financer les activités de l'entreprise à chaque fois qu'elle va faire demande à eux. D'accord? Bien sûr, en contrepartie de garantie, etc. Mais elles sont heureusement là pour pouvoir déjà permettre à l'entreprise d'exister, à des associés d'avoir la capacité d'être, on va dire, à même et apte à se lancer dans un projet d'entrepreneuriat. Mais ils ont une influence fondamentale sur les décisions stratégiques des entreprises. Ben oui, parce que s'ils ne nous donnent pas d'argent, le robinet est fermé. Et tant que le robinet est fermé, ben tout le système économique s'écroule. Donc, ils sont très, très, très importants, ces partenaires financiers. Ils sont d'une extrême importance tant qu'ils aident, tant qu'il y a un accompagnement de leur part. Tant qu'il y a la possibilité d'investir, ça va diminuer le taux de chômage, ça va faire de la création d'emplois, ça va diversifier les produits sur le marché. On aura des consommateurs clients, des consommateurs ou des clients satisfaits. On aura des entrepreneurs qui innovent, qui se lancent sur de nouveaux projets parce qu'ils ont un financement. Ben, tout le monde est content. Bon, je passe. J'espère que vous arrivez à prendre des notes. Je passe à l'environnement social. Oui, j'ai mis une image là pour vous montrer que le capital humain est aussi tout aussi important. Pourquoi? Parce que l'entreprise, elle a intérêt à attirer et à motiver les ressources humaines. Je vous ai parlé de ressources financières, de ressources informatiques. Vous vous rappelez le cours dernier, de ressources naturelles. Nous avons parlé de beaucoup de ressources, mais on peut avoir beaucoup d'argent. On peut avoir les machines, la logistique. Mais si nous avons un capital humain défaillant, des bras cassés, des personnes qui ne travaillent pas, qui ne sont pas motivées, qui ne font que pleurnicher, qui ne veulent pas vraiment cet esprit d'appartenance, ils ne l'ont pas. Ils ne veulent pas vraiment être efficaces ni efficients. Donc, je vais avoir la destruction de tout l'effort que nous avons fourni. Même mon argent, je peux le perdre et nous pouvons avoir une faillite. Par contre, on peut avoir peu d'argent, avec peu de moyens, mais nous avons de l'autre côté un capital humain extraordinaire, un capital humain motivé, un capital humain qui veut arriver ensemble aux objectifs. Ils peuvent créer des miracles, ils peuvent créer, on va dire, un empire et écraser tout concurrent qui est là devant eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble dans le collectif, ils regardent la même
route, la même destinée, ils ont la même stratégie et voient la même direction. Vous voyez l'importance du capital humain. Donc, l'entreprise, elle a intérêt à motiver ce capital humain, à motiver ses ressources humaines pour les garder et les maintenir justement motivés. Parce que la motivation d'aujourd'hui peut se transformer en des motivations de demain. Les primes de déplacement, les primes de rendement, les primes de fin d'année, les primes, l'encouragement, il y a bien sûr la motivation monétaire, financière, il y a la motivation psychologique. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Merci. Oh, c'est extraordinaire, vous avez effectué le relationnel. On peut motiver quelqu'un par de l'argent, donc des primes, comme on peut le motiver par ce remerciement, par cette image dont il a besoin socialement. Applaudir quelqu'un dans une réunion, de le motiver pendant 2 semaines. Dire merci, nous sommes fiers de vous. À une personne peut aussi le motiver pour une journée ou deux. En tout cas, la motivation psychologique, relationnelle ou la motivation monétaire, financière joue dans le système, on va dire, en entreprise. En tout cas, j'ai mis ici les salariés, les syndicats, les associations d'influence, d'accord, qui peuvent représenter un environnement social auquel il faut faire attention lorsque nous sommes dans un cadre entrepreneurial. Mhm. Je vous emmène avec moi vers ce schéma, regardez avec moi. J'ai mis ici entreprise, environnement démographique. C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Vous vous rappelez, il faut faire attention au vieillissement ou à la jeunesse d'une population et faire preuve d'analyse sociologique, euh, une étude de marché pour pouvoir connaître quelle démographie m'intéresse, quelle cible, quel échantillon, et pouvoir leur présenter ce dont ils ont besoin. Et puisque l'environnement démographique change, je dois absolument faire attention pour ne pas prendre justement les mauvaises décisions. L'environnement socioculturel aussi, qui nous pousse à quoi? À anticiper et à mieux gérer les risques. L'environnement institutionnel et juridique, que j'ai présenté aussi dans l'ancien cours, enfin le cours précédent, qui va aussi nous ouvrir les yeux sur toute opportunité ou menace présente dans mon marché, présente autour de moi, présente dans l'environnement micro et macro. N'oubliez pas notre devise du cours précédent, réflexion, action, rectification, continuation. Faire attention aussi à l'environnement technologique. Et là, je pense à maintenir mon poste, à maintenir tous les postes, à maintenir l'entreprise en vie. Tant que les ressources humaines travaillent, sont à jour, ils sont bien formés, ça va faire déjà de la création d'emplois, ils maintiennent leur emploi et on peut aussi avoir du gain collectif. On fait attention à l'environnement concurrentiel, à l'environnement social, je reste bien sûr en veille, et technologique et économique. Et bien sûr, je fais aussi attention à cette incertitude qui règne sur le marché. Nous l'avons dit plusieurs fois, l'environnement est perturbé. L'environnement, surtout post-Covid, est assez particulier. Donc, je fais vraiment attention avant de prendre une décision. Et là, je vous emmène, chers étudiants, avec moi à la méthode SWOT. Regardez, SWOT, c'est S-W-O-T. SWOT. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un travail que doit faire le manager pour pouvoir observer le marché. C'est un diagnostic, si vous voulez. À chaque fois, avant de prendre une décision, il doit mettre comme un petit schéma, comme vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe autour de lui. Ce schéma-là, qui s'appelle SWOT, va aider tous les managers pour qu'ils soient capables d'agir. Et vous, chers étudiants, puisque vous êtes futurs managers, vous devez analyser ce qui se passe autour de vous à travers la méthode SWOT. Allez, venez avec moi, je vous explique. Strength, ça veut dire quelles sont les forces qui sont présentes autour de moi. Je dois voir le côté positif des choses. Qu'est-ce qui se passe de positif autour de moi? Je dois en profiter. Qu'est-ce qu'il y a chez moi en entreprise comme force? Et là, en interne, dans le système organisationnel, quels sont tous les points positifs que j'ai que je peux exploiter et utiliser? Je vois aussi mes faiblesses. Peut-être que j'ai des faiblesses ou dans mon équipe ou dans mon service ou dans mon entreprise qui vont peut-être être un point négatif. Je dois les repérer. Je dois les connaître pour mieux gérer. Et bien sûr, je dois aussi faire attention aux opportunités. Est-ce qu'il y a des opportunités qui se présentent? Je dois en profiter peut-être. Et je dois voir même quelles sont les menaces. Est-ce qu'il y a certaines choses qui risquent de perturber mon activité? Est-ce qu'il y a certaines menaces
qui risquent justement de tout voilà, nous perturber, nous chambouler. Donc, j'ai devant moi, je réfléchis et j'effectue la méthode SWOT pour être capable de prendre les bonnes décisions. D'accord? C'est une méthode de diagnostic pour pouvoir regarder l'état des lieux, dire ce qui se passe, connaître nos points forts, connaître nos points forts, faibles, les menaces et les opportunités avant une prise de décision. Bon, je vais m'arrêter là. C'était une courte vidéo, un cours court. Voilà, et je vous retrouve très très bientôt. Excellente fin de journée.